Les élections présidentielles approchent à grands pas et force est de constater que les discussions santé dans les débats politiques ne sont pas légion. Dijon Santé a donc voulu, à travers des questions communes, interroger les représentants des principaux candidats. Martine Leppel, représentante du Front de gauche, nous explique ce que fera Jean-Luc Mélenchon contre les déserts médicaux. Il y a deux problèmes au niveau de la désertification médicale. C'est déjà le problème de la pénurie de médecins, puisque effectivement 10% de médecins à l'horizon 2005 seront en moins. La densité médicale des médecins va baisser aussi, donc il est indispensable d'augmenter le recrutement. Donc ça, une des propositions du Front de gauche, c'est bien évidemment d'augmenter le numerus clausus, le recrutement, et au bout du compte, de le supprimer. Et puis le deuxième aspect, c'est le problème de la répartition, c'est une très mauvaise répartition. Alors il y a eu une logique incitative qui a été mise en place, une logique un peu de bricolage qui n'a donné aucun résultat. Et il y a un élément qui est intéressant, c'est une enquête qui a été faite par un organisme syndical auprès des jeunes internes de médecine générale sur leurs souhaits à la sortie. Un bon nombre, 70%, demandent effectivement de rester dans leur région, mais demandent aussi que là où ils s'installent, il y ait à proximité une école. Donc on revient bien déjà sur le maillage, bien sûr. Les propositions du Front de gauche, elles sont assez claires. Mise en place de maisons pluridisciplinaires, c'est-à-dire infirmiers, kinés, etc., généralistes et spécialistes. Ça doit aussi s'inscrire dans la réduction des inégalités. Donc il est clair aussi qu'il faut mettre en œuvre un tarif opposable et mettre en place le tiers payant. Il faut aussi, bien sûr, que cette mise en place se fasse en lien avec ce que pense et ce qu'attend la population. Donc il faut aussi évaluer les besoins de la population avec des professionnels et des élus. Et il faut aussi assurer un contrôle, bien sûr, du fonctionnement et du financement. Et puis, il y a éventuellement aussi une possibilité, c'est quelque chose qui se discute, c'est un engagement volontaire pour les étudiants, à la sortie de leurs études, de s'engager dans les zones socialement défavorisées ou désertées. Alors cet engagement, il pourrait être de 3 ans, de façon quand même de rendre aussi à la collectivité quelque chose aussi que la collectivité a financé, qui sont leurs études. Les pharmaciens peuvent-ils, pour éviter ces déserts médicaux, prendre la place des médecins? La question a été récemment soulevée, mais les avis divergent. Alors c'est vrai que le maillage des pharmacies est beaucoup plus important. Il est vrai aussi que les pharmaciens connaissent une baisse de revenus importante aussi. Donc c'est quelque chose qui peut effectivement les intéresser. Ça paraît quand même très très difficile de remplacer les compétences des médecins par celles des pharmaciens. Un médecin, il est formé au diagnostic, il est formé à l'entretien exploratoire. C'est quand même une formation qui est extrêmement longue, donc on voit difficilement des pharmaciens pouvoir acquérir cette formation même en très peu de temps. Je crois qu'il faut se méfier quand même, parce qu'à force de vouloir tout faire, on finit par avoir une absence de compétences. On l'a vu d'ailleurs dans d'autres métiers. Et puis, je pense que là aussi, c'est accorder beaucoup de place à la médecine curative et c'est oublier quelque chose qui est très important, c'est la médecine préventive. Et la médecine préventive, vous savez sûrement qu'il y a vraiment une explosion des maladies, des pathologies très lourdes qui sont liées au mode de vie. Et ça, la prévention, c'est quelque chose qui ne peut être assuré que par les médecins. Donc a priori, et d'ailleurs suivant aussi, d'ailleurs si vous écoutez les praticiens, c'est une fausse bonne solution. Avec le SMR, le service médical rendu, beaucoup de médicaments ont été ces dernières années déremboursés. Alors pour ou contre l'augmentation du laissé à charge? C'est bien sûr non, parce que c'est même rétablissement du remboursement à 100% des dépenses de santé, y compris les lunettes et les dents. Et le financement sera en cotisation sociale avec le revalorisation salariale et surtout la suppression des exonérations de charges. Alors ça ne s'appuie pas uniquement sur... Comme ça s'appuie aussi sur ce qu'ont fait les économistes de la santé, qui ont pu constater que ça, en aucune façon, en fait, ça jouait, soit de dérembourser, soit de laisser à charge une partie. C'est simplement les ménages les plus en difficulté qui sont touchés. Et on avait déjà en 2008 15% de la population qui avait renoncé à ces soins. Et c'est bien évidemment un taux qui a énormément augmenté. Et je pense que d'ailleurs, très franchement, ça va avoir un effet sur la santé publique catastrophique et même au point de vue économique, à long terme, ce n'est pas un bon calcul du tout. Notre système de santé a été l'un des plus aboutis et performants d'Europe, voire du monde. En ces temps de crise, il apparaît comme nécessaire d'instaurer de nouvelles mesures économiques pour en maintenir sa qualité.
Les propositions du Front de gauche là-dessus, elles sont très ciblées. Alors en dehors de ce que vous avez compris, la fin des exonérations, l'augmentation des salaires, c'est aussi libérer la recherche pharmaceutique de la commercialisation. C'est créer un pôle pharmaceutique public qui puisse assurer à la fois le contrôle, la sécurité, la fixation du prix des médicaments. Et puis je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important dont j'ai parlé au début, c'est renforcer la médecine de prévention. Parce que si 2% quand même du budget seulement ne sont consacrés au budget de la médecine de prévention et le reste c'est la médecine curative, là il y a un vrai problème. Parce que là aussi, si on veut que les gens soient moins malades, il faut déjà faire de la prévention. Donc c'est aussi orienter les dépenses de la médecine vers une médecine de prévention. La santé, c'est quelque chose de suffisamment important pour que l'État soit vraiment très partie prenante. Puis je dirais qu'il y a peut-être autre chose aussi à se soucier, c'est aussi dans le système hospitalier, la part des cliniques privées par rapport à l'hôpital. C'est-à-dire l'hôpital ayant bien sûr les frais les plus lourds au niveau de l'investissement, les cliniques l'utilisant avec un loyer, en louant avec vraiment des tarifs extrêmement intéressants, et surtout l'hôpital ayant aussi tous les malades, longue durée, les plus lourds, et ceux qui effectivement qui coûtent le plus cher. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.